Bonjour à tous. Avant de démarrer l'épisode du jour, je voulais vous parler de coudre-et-broder.com qui me fait le grand plaisir de sponsoriser les prochains épisodes couture. Coudre-et-broder.com, c'est le site incontournable quand on cherche à acheter une machine à coudre, une surjeteuse ou une brodeuse. Il y a un choix fou de machines neuves ou d'occasion, avec que des belles marques. Personnellement, j'ai commencé avec une Janome puis une Brother et j'ai maintenant une FAP depuis 3 ans et j'en suis très contente. Toutes ces marques sont bien sûr représentées sur le site. L'équipe de coudre-et-broder.com est basée à Montpellier et a 2 boutiques physiques, à Toulouse et à Montpellier, donc, sous l'enseigne Adi, du nom de sa créatrice. C'est une entreprise avec une belle histoire, celle d'une mère qui a transmis sa passion de la couture à son fils, et 45 ans plus tard, c'est une très belle équipe d'une 30aine de personnes, toujours autant passionnées, qui s'occupent de la vente et de la réparation de nos si précieuses machines. On trouve sur le site également de la mercerie, des patrons, des livres, bref, tout ce qu'il nous faut pour coudre et broder. J'ai également vu sur leur site qu'on peut se faire livrer sa machine en 24 heures. Alors moi je me souviens du premier confinement, quand je cousais beaucoup de masques, et que ma machine est tombée en rade. Ça m'aurait bien plu la livraison en 24 heures à l'époque. Allez, je vous donne rendez-vous sur le site coudre-et-broder.com pour trouver votre prochain allié couture. Bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Ils créent avec du tissu, des pinceaux, du papier, de la laine, de la terre, des crayons, et avec ces conversations, ils partagent avec nous leur parcours, leur quotidien, leurs doutes, leurs succès et leurs projets. Ce qui a souvent commencé comme un loisir créatif s'est transformé petit à petit en un métier, et découvrir leurs coulisses est un régal pour notre inspiration. Aujourd'hui, on retrouve Fanny et Lucille de la Maison Naïve pour notre 3e et dernier rendez-vous. Elles ont déjà partagé avec nous les coulisses du lancement de leur toute première collection de tissus et de petits objets de déco. C'était dans l'épisode 77 en juin dernier. Et plus récemment, elles nous ont raconté leur engagement et leur cheminement pour éditer des tissus unis bio en France, une belle réussite. Et c'était dans l'épisode 82. Dans la conversation d'aujourd'hui, on parle beaucoup de la préparation du salon Création et Savoir-faire, le fameux CSF, qui a lieu dans une dizaine de jours, mais on a parlé également de ce qu'elles retiennent de ces 6 premiers mois d'activité. Comme d'habitude, elles se sont toutes deux livrées avec beaucoup de transparence. Bonne écoute! Bonjour Lucille, bonjour Fanny, je suis ravie de vous retrouver pour un 3e épisode ensemble. Bienvenue dans le podcast Fait Main. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, comment allez-vous en ce fin de mois d'octobre? Eh ben, on va bien. C'est un peu la course pour participer, pour réussir à faire tout ce qu'on a à faire sur notre to-do list, mais on essaye. Bon, donc l'enjeu, c'est le CSF, le Salon Création et Savoir-faire, qui a lieu le 16 novembre. Oui, c'est ça, du 16 au 20 novembre au Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles. Exactement. Alors, avant qu'on se lance vraiment dans le CSF, est-ce qu'il y a des petites nouveautés par rapport à notre dernier épisode ensemble vous nous racontiez, là, on n'était plus dans le lancement, on était plutôt dans le développement, dans la sortie des nouveaux tissus, donc les tissus unis. Comment ils ont été accueillis? Est-ce que tout s'est passé selon le plan ou les aléas de l'entrepreneuriat, il y a eu des petites choses qui sont venues challenger un peu tout ça? Ça s'est plutôt bien passé. On était super contentes de la sortie et puis ça a bien plu. On avait un petit doute parce qu'on a sorti des imprimés, donc forcément c'est assez différent cette fois-ci de proposer des unis et ça a bien plu, donc on est très contentes. Bon, génial. Donc, alors on avait aussi beaucoup parlé du fait qu'on pouvait ne pas se précipiter sur les tissus parce que c'était des collections permanentes que vous préfériez faire. Et donc, pour autant, il y a quand même eu des ventes, ça va. On n'a pas trop freiné tout le monde en disant prenez votre temps, achetez plus tard, c'est pas grave. Non, en fait, je pense que les gens ont besoin de voir pour les unis un petit peu ce que ça donne au niveau matière. Donc, on a eu pas mal de commandes d'échantillons qu'on propose sur le site. Des gens qui avaient déjà commandé des unis ou pas forcément. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de voir le rendu d'un tissu. Enfin, un imprimé, on imagine tout de suite ce qu'on va faire avec et ce que ça va rendre. Et là, comme c'est plus des petits détails de tissage pour les unis, voilà. Donc, on a rassuré les gens avec les échantillons et puis je pense qu'il y a des gens qui avaient acheté des unis qui ont
qui ont acheté des imprimés, qui ont complété leur tenue en achetant des unis. Donc franchement, on est contente. Oui, il y a eu un très bel accueil et alors, effectivement, les gens ont et ça, on le sait, de par notre ancien taf, mais les couturiers et couturières ont quand même besoin de voir, les tissus, alors pas forcément en mouvement, mais en tout cas portés ou cousus ou effectivement mis en valeur par un modèle de patron de couture et du coup, c'est aussi à ça que nous qu'on essaye de se tenir avec Lucille, c'est d'essayer de shooter des tenues qu'on a cousues. Là, on était un peu en retard, donc il n'y a pas tout de suite eu les looks. On parle des aléas de l'entrepreneuriat, bah, c'est typiquement ça. On a effectivement fait le lancement avec juste les photos des tissus et après seulement on a shooté les tenues qu'on avait cousues parce qu'on était un peu en retard. Et à partir de ce moment-là, les ventes se sont quand même très bien débloquées et on a eu de très belles commandes. Bon, bah écoute, top. Mais effectivement, c'est vrai que ça donne tout de suite de l'inspiration de voir vos tenues portées. Alors moi, je suis toujours ébahie de voir le nombre finalement de pièces que vous arrivez à coudre. Alors, bah, c'est vrai que c'est l'avantage aussi d'être deux, c'est que vous pouvez vous démultiplier. Ouais. Et c'est l'avantage d'être deux et d'avoir aussi des goûts un peu différents parce que, bon, Lucille et moi, on aime à peu près les mêmes choses, mais c'est vrai je pense qu'en termes de vêtements, Lucille, elle a un peu plus son univers et moi le mien. Et du coup, ça permet aussi de montrer le même tissu selon un autre style. Et ça, on voit que c'est quand même bien apprécié. Après, on essaye comme on peut de coudre à temps et de shooter à temps surtout. C'est pas forcément évident quand on reçoit et qu'on doit intégrer les produits sur le site internet et faire les lancements sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Il y a plein de choses qui se cachent derrière et enfin la sémantique qu'on utilise sur les fiches produits est importante, etc., me remettre dans le contexte, bien dire toutes les informations parce que pour le coup, ces unis, il y avait des informations très importantes. On est allé chercher des fournisseurs français, on a des matières qui sont en coton bio. La plupart des étapes sont faites en France, donc voilà, c'était important de le dire et de le valoriser. Ouais, très bien. Tout à fait. Oui, et ça doit être un super kiff quand même de se dire que tu peux coudre sur ton temps de travail. Alors, vous avez cette souplesse de définir votre temps de travail parce que vous travaillez. Il y a vraiment de temps de travail en vrai. Il y a plus de dissociation entre le perso et le travail en ce moment. Et en fait, le moment où on se met à coudre, c'est le moment le plus relax du travail, quoi. C'est un peu la pause café. Enfin, moi, je vais privilégier tout le reste avant de me mettre à coudre. Donc, c'est vrai que c'est des moments qui sont un tout petit peu moins un moment plaisir qu'avant, mais bon, ça va revenir. Mais c'est vrai que là, on est un peu sous l'eau. Enfin, on a beaucoup de choses à gérer pour l'entreprise, donc ouais. On va y arriver. Ouais. Bah ouais, c'est certain. Ok, donc un beau lancement de cette deuxième partie de collection. Et donc là, vous êtes en train de préparer le fameux salon création et savoir-faire. Alors, avant de rentrer dans les détails, est-ce que pour vous, c'est vraiment the place to be, ou est-ce que vous dites aussi, bah, on pourrait faire des autres salons à d'autres endroits en France? Par exemple, à Lyon, je sais que Fanny, tu es lyonnaise. Ouais. Il y avait le salon, par exemple, Idées créatives, il y a quelques semaines. Est-ce que vous posiez la question de le faire, par exemple, ou d'autres salons? Alors, Idées créatives, moi, j'y suis allée justement pour jeter un coup d'œil et savoir si éventuellement on le ferait, pas forcément l'année prochaine, mais un jour. Je pense que côté couture, c'est encore très, très juste parce qu'il n'y avait pas finalement énormément de stands. Le salon est quand même très petit par rapport au CSF, donc voilà. Mais c'était intéressant d'y aller, de voir l'emplacement, de voir quelles étaient les marques qui s'y présentaient. On y réfléchit à faire d'autres salons, effectivement. Après le CSF, dès le début du montage financier de l'entreprise et de l'idée qu'on avait de l'entreprise, c'était un incontournable de la première année parce qu'en fait, ça offre une audience, une audience qui est certaine pour la marque. Et on a aussi la possibilité de présenter en vrai, comme on n'est que sur Internet, des tissus. Et du coup, avec Lucille, c'était inimaginable de pas faire ce CSF. Alors, on peut penser que c'est peut-être un peu tôt, mais nous, on connaît déjà ce salon, on sait dans quoi on s'embarque, on n'y va pas à l'aveugle. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on le fait dès la première année, quoi.
En fait, c'est un salon qu'on connaît on connaît ce salon depuis des années et enfin moi j'y vais, je pense depuis une bonne dizaine d'années. Donc symboliquement, il fallait qu'on le fasse et c'est le moment de rencontrer les clientes. Donc c'est chouette. C'était inévitable. Ouais. Mais je vous rejoins. Après, c'est vrai que c'est le plus grand salon. Les autres à côté, une fois qu'on a été faire le CSF, c'est vrai que les autres à Lyon, par exemple, paraissent tout de suite un peu plus petits, quoi. Enfin, vraiment Alors plus oui, petits. c'est vrai, mais je pense que c'est aussi intéressant de faire ces alors c'est pas péjoratif ce que je veux dire, ces petits salons, Mm. parce que ça nous permet d'aller dans d'autres régions. Alors effectivement, là, on est dans la région parisienne et la région lyonnaise pour moi, mais ça nous permet aussi d'amener la marque dans d'autres régions, sans pour autant que ce soit le gros stand qu'on va faire pour le CSF. Oui. Mm. Donc je pense que c'est quand même important de pas les négliger ces salons parce que ça offre quand même une jolie vitrine pour la marque. Ouais, très bien. Et est-ce que là tu disais aussi l'importance justement de présenter physiquement les tissus. Est-ce que vous réfléchissez aussi à faire des pop-up stores, des boutiques éphémères, participer Alors bon, il y a des revendeurs déjà en même temps qui revendent vos tissus. Ouais, on a pas mal de demandes de personnes qui aimeraient voir les tissus en vrai. Donc c'est vrai, comme je disais, on propose des échantillons, mais parfois ça suffit pas forcément. Donc comme on est en train de développer notre réseau de revendeurs, ça va un petit peu évoluer. Mais l'intérêt du salon CSF, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se déplacent de la province et qui viennent à Paris pour profiter du salon. Donc ça nous permet d'avoir voilà plus de clientes qui nous rendent visite, alors qu'un pop-up store ça serait notre propre organisation, donc je pense pas que les gens se déplaceraient. C'est pas mal de budget aussi, donc il y a moins de sécurité qu'un grand salon comme CSF. Donc on y pense, on aimerait bien, mais Oui, c'est un salon qui attire quand même du monde, c'est-à-dire que les gens vont venir prendre le train pour venir à Paris parce que du coup, ils profitent aussi d'être à Paris. Le pop-up store, ouais, comme le disait Lucille, c'est quand même une sacrée organisation, ça bloque un budget pendant pas mal de temps. Après, on dit pas que le CSF, c'est pas un budget, hein, au contraire. Mais voilà, c'est un budget qu'on peut maîtriser parce que voilà, on n'a pas de facture d'électricité, on n'a pas enfin voilà, de loyer, de choses. C'est un one shot et puis on connaît les factures d'avance, quoi. Ouais, je comprends, ouais. D'accord. Bon, alors maintenant, ça y est, rentrons dans le vif du sujet. Comment on prépare le CSF? Parce que donc il faut préparer un stand, préparer le stock, préparer tous les produits que vous allez vendre. Alors pour démarrer, vous avez un stand qui fait combien de mètres carrés? On a un stand qui fait 4 mètres de long sur 2 D'accord. mètres de profondeur. 8 mètres carrés. C'est une taille à peu près classique. Enfin, pour les gens qui connaissent le salon, c'est bien. Voilà. On avait visé on avait misé un petit peu plus haut au début et puis on est revenu un peu à la raison. Mais c'est déjà pas mal. Et du coup, c'est difficile pour Lucille de se cantonner à ces 4 mètres carrés quand elle visite le stand. Donc Non, ça a ça va, donné ça va. lieu à énormément de discussions, de dessins, voilà. Non, le format classique, je crois, enfin, pour les gens qui viennent pour la première fois, et je crois que non, ça commence à 2 mètres, mais le C'est 2 format sur le 2, plus non? classique, c'est 3 mètres. Mm. Voilà, donc je me dis, bon, on a 4, c'est pas mal, ça laisse un petit peu plus de place pour s'amuser, et voilà, c'est déjà bien. Donc 4 mètres linéaires, donc ça veut dire que vous avez décidé d'aménager comment toute une partie finalement avec des grandes tables pour présenter les tissus et vous derrière, et donc toute la Oui, c'est largeur ça, du stand c'est ça, où ouais. il y a cette voilà les tissus, les produits présentés sur des tables. Oui, en fait, c'est comme un étal devant avec tous les tissus. Bon, au début, on avait envie de tout révolutionner parce que c'est vrai que c'est ce qui se fait, et, c'est ce qu'on connaît sur les salons, donc on avait envie évidemment de faire différemment. Mais on s'est vite rendu compte que, surtout avec 4 mètres comme ça en longueur, c'était pas possible de tout réimaginer. Donc on part sur ça parce que c'est le plus simple pour que les clients voient les tissus et que nous on puisse les servir tranquillement derrière.
En fait, il y a ce qu'on veut ou ce qu'on voulait et ce qui reste aussi comme place. Parce que le CSF, je crois que alors c'est pas des candidatures, mais je crois que les réservations s'ouvrent en mars, quelque chose comme ça. Donc, on fait nos souhaits via l'espace de réservation. Et là, il y a un commercial qui nous rappelle et qui nous dit, voilà, il me reste tant et tant de stands, tant et tant de mètres. Et en fait, en fonction des prix aussi et de ce qu'on se sent capable de gérer à deux, effectivement, on a baissé un peu notre vision. Donc on s'est arrêté sur 4 mètres linéaires et ensuite il y a encore une attribution de place en fonction des zones où vous allez être placé. Et donc ça, plus vous vous y prenez tard, moins vous avez le choix en fait. Et donc voilà, il y a tout ça qui rentre en jeu dans le choix. C'est un peu un jeu d'équilibriste parce que oui, il faut faire des compromis sur le placement, sur les dimensions du stand. Bien sûr. Voilà. Mais on voulait pas non plus être trop loin. Enfin, on voulait pas non plus être associé à de la nouveauté. On voulait être là comme si on était une marque de couture que les gens connaissent et déjà connue, etc., etc. Donc voilà, on a fait des compromis pour avoir la place qu'on aura. Et finalement, on se rend compte que c'est peut-être aussi bien d'avoir pris un peu plus petit, de faire ça un peu plus cosy et un peu plus à notre image aussi, quoi. Ok, bon bah très bien. Alors comment... Là tout à l'heure tu disais on va être deux. Est-ce que vous vous êtes posé la question de prendre un peu de renfort pour justement pouvoir satisfaire et puis tenir sur la longueur? Parce que 4 jours, c'est quand même intense. Bah, c'est surtout que nous, on installe, voilà. Enfin, bon, déjà, là, on est déjà dedans, donc bon, on va pas dire qu'on est épuisé, mais on donne déjà beaucoup d'énergie, mais c'est normal. Ensuite, le mardi, c'est le jour de l'installation. Donc c'est vrai qu'en une journée, il faut tout transporter, tout installer. Donc ouais, ça fait une longue semaine en comprenant du mardi au dimanche. Le jeudi soir, ça finit un petit peu plus tard. Il me semble que c'est le jeudi, voilà, parce qu'il y a la nocturne. Donc c'est vrai que on l'a déjà fait de toute façon le salon, donc on sait ce que ça engendre comme fatigue. Donc on a des bras pour nous aider un petit peu qui qui seront là avec nous de temps en temps pour nous soutenir ou nous remplacer un moment. Pour nous permettre de déjeuner ou voilà, de sortir un peu prendre l'air et essayer de respirer un peu aussi parce que je pense que ça va être assez intense, on le sait. Et effectivement, on aura déjà... Alors moi, j'aurai le voyage de Lyon à Paris déjà dans les pattes. Il y a la journée d'installation. On va essayer de faire ça... que ça traîne pas trop dans la soirée non plus parce qu'il faut quand même un peu bien se reposer avant le premier jour. Donc voilà, ouais, on aura un peu d'aide par-ci par-là, des gens qui veulent bien nous aider, donc ça c'est cool. Bon, parce qu'en plus, en plus il faut démonter le dimanche dès que le salon ferme. Ouais, c'est même pas le lundi matin. Le dimanche, à partir de 17h30, on a le droit de démonter les stands et puis après, il y a le retour sur Lyon. Donc voilà, ça fait une grosse journée. Ah ouais, tu le fais dans la foulée, ouais. Ouais, on préfère parce qu'en fait, l'air de rien, le site continue de tourner pendant ce temps. On va pas le fermer, on va continuer de proposer parce que tout le monde ne peut pas venir sur le CSF et on trouverait ça vraiment dommage de dire bon bah vous venez pas, par contre pendant ce temps nous on se concentre que sur le CSF. Non, on va continuer de gérer le site internet. Donc voilà, c'est important pour nous de revenir dès le dimanche et on se reposera un peu plus tard. Tant pis, c'est pas grave. Bon. Effectivement, c'est très intense. En plus, là, dans la préparation, qu'est-ce qui vous a est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise en vous disant, finalement, c'est plus compliqué que ce que je pensais, ou alors, au contraire, finalement, ça, je m'en faisais une montagne, et puis finalement, ça passe. On a eu quelques défis. On s'en était en plus mis un assez gros parce qu'on s'est dit qu'on allait faire tout notre possible pour ne pas acheter de neuf. Ouais. Donc c'est vrai que oui, c'est pas toujours facile. On trouvait qu'il n'y avait pas encore assez de difficultés dans ce challenge-là. Donc on s'est dit que ce serait vraiment dommage de devoir acheter du neuf pour ce salon et bon, c'était à la base un petit défi qu'on s'était mis
enfin voilà, en parlant en soirée. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était possible. Donc on l'a fait. Donc en termes d'aménagement, c'est ça, les tables, les choses comme ça? Oui, c'est ça. Et puis même la déco. Bon, après la déco, moi j'aime beaucoup tout ce qui est déjà chiné et j'achète vraiment pas grand chose qui est neuf, si j'achète. Mais donc voilà. Enfin pour moi, pour la déco, c'était une évidence. Mais même pour les petites choses dont on a besoin sur un salon. Voilà, les petits outils, les petites choses de rangement, on a essayé de faire ça. Donc c'était amusant, c'était un défi, mais au final c'était plutôt amusant. Disons qu'on on a a passé chiné ensemble. on a passé une grosse journée chez Emmaüs à Lyon, donc voilà, on est ressorti avec plein d'idées, le coffre rempli à ras-bord. Et puis on était quand même contente de faire ça chez Emmaüs parce que bon, bah, ça contribue aussi à la cause. Et après, Lucille, il y avait quand même pas mal de trucs sur le Bon Coin, des gens qui donnaient ou qui se séparaient de petits meubles ou de petites choses dont on avait besoin. Donc voilà, on est contente. On pensait que ce serait compliqué et puis finalement on se rend compte que oui, il faut passer des heures à chercher, à se déplacer, mais ça vaut le coup, je pense. Du coup, on a cette déco qui nous est venue au fur et à mesure de nos trouvailles, donc ça, c'est cool aussi, quoi. Ouais. En fait, c'était ça aussi, c'est que on savait qu'on allait chiner, qu'on voulait pas trop acheter, donc forcément, quand on chine, il n'y a pas des catalogues à disposition. Enfin, c'est pas Ikea, quoi. Donc, il fallait imaginer les aménagements de stand en se disant, bon bah, peut-être que là, je vais trouver un truc un peu comme ça, mais peut-être que je le trouverai pas. Donc voilà. Et même là, on est encore en train de finaliser certaines choses, donc c'est les aléas de la Chine et des choses d'occasion, c'est qu'on ne trouve pas toujours exactement ce qu'on veut et c'est souvent des bonnes surprises. Mais ouais, c'est un défi. Ouais. Et alors après, vous aurez la place de stocker tout ce que vous avez eu besoin d'acheter, parce que même si vous l'achetez en seconde main, ce qui est donc, je trouve, une super idée, évidemment, mais il va falloir stocker tout ça, ou vous allez continuer le cycle de vie du produit en les revendant. On n'a pas fait tant d'achats que ça, hein, parce que déjà moi j'ai déjà beaucoup de choses chez moi qui sont forcément dans l'univers de la marque, donc qu'on va utiliser parce que voilà, elles sont à disposition, donc voilà, ça nous servira. On a chiné peu de choses d'ameublement qu'on va garder parce que ça servira, les tables, mais il n'y a pas grand chose en fait, il y a juste des étagères et des tables. Et après les petites choses, c'est pas très encombrant, ça peut me resservir pour les photos. Puis même il y a certains trucs où on se dit bah s'il faut on le revendra sur le Bon Coin et puis voilà, ça continue de circuler, c'est pas un problème. Bon, par contre, faut s'en séparer et ça c'est toujours difficile. Mais oui, on a été raisonnable, je pense que justement quand on se baladait dans Emmaüs et qu'on a trouvé des petites choses qui pourraient justement aller sur le stand, la réflexion qu'il y avait aussi derrière, c'était ah bah oui, bah du coup ça pour le stock, ça pourrait aussi servir après à stocker ça. Et en fait, c'est d'avoir un peu ce cheminement de se dire ok, j'achète pour le CSF, mais est-ce que finalement mon achat va perdurer un peu plus dans le temps, me servir un peu plus, ou sinon effectivement les revendre, mais les petits objets de déco, Lucille va forcément les réutiliser en photo en plus, enfin voilà. Et puis les petites étagères, les petits tiroirs qu'on a trouvés sur le Bon Coin ou à Emmaüs, ça c'est typiquement des choses où je peux moi après ranger à Lyon les petits boutons, les choses comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Et alors pour emballer les achats de vos clientes et clients sur place, qu'est-ce que vous avez prévu? Eh ben, on a beaucoup parlé packaging l'épisode précédent. C'est pour ça que j'y repense, et que c'est un sujet. Ça c'est vrai que c'est différent parce que comme on vend en ligne d'ordinaire, là forcément les choses ne s'emballent pas de la même façon, ne se stockent pas de la même façon. Donc on a dû revoir un petit peu tout ça spécialement pour le salon. On a choisi de changer l'emballage de nos kits. On a trouvé des petites boîtes tout à fait mignonnes dans un papier compostable. On a fait des petits livrets en papier recyclé, donc on est très contente de ça. On a prévu quelques sacs, des choses comme ça, mais on espère que chacun viendra avec son cabas sur le salon. En général, c'est ce que les gens font. Parce qu'ils ont l'habitude maintenant. On a des choses d'appoint, mais nous le but c'est même si c'est du papier, qu'il est recyclé,
on sait qu'il y aura d'autres sacs, sûrement un cabas, enfin voilà. Donc on a fait, comme pour le packaging d'habitude, on a fait des choses minimalistes et efficaces et juste ce qu'il fallait, je pense. Ouais. En fait, on a vraiment misé sur les comportements qu'on a observés sur les CSF que nous on a fait en tant que donc vendeurs, et c'est vrai que généralement les clientes viennent déjà avec leur sac, leur cabas, parce qu'en fait on en a tous. Ouais. Et c'est vrai que ce salon-là, elles savent qu'elles vont acheter, donc elles prévoient. Et on s'est dit aussi, bon, si jamais quelqu'un n'a pas, on prévoit quelque chose d'appoint, mais il faut toujours que ça reste dans notre état d'esprit d'être minimaliste, enfin d'essayer de pas abuser, en tout cas sur un packaging qui serait vraiment trop, quoi. Donc on a ce que disait Lucille, on est très minimaliste, et par contre ça nous tenait à cœur que lorsque la cliente décide d'acheter un kit, qu'elle ait un objet, en fait, parce qu'on se rend compte que que l'objet est important quand on achète un kit. Mais voilà, il fallait que ça respecte encore une fois notre cahier des charges. On a trouvé de superbes fournisseurs qui nous ont permis d'avoir des boîtes, ce que disait Lucille, compostables, recyclables. On a fait attention aussi au livret qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout ce travail qui nous prend aussi du temps. Et puis les tissus, on n'en a pas parlé, mais accessoirement, on les reçoit sur rouleau. Et là, il a fallu les mettre sur plaquettes. Donc ça nous a pris quand même bien une bonne semaine pour tout restocker sur plaquettes et pouvoir les présenter sur les tables devant nous. Ah oui. Parce que oui, puis ça fait des, oui, des ça, on n'y quantités. pense pas. Non, j'y pensais pas. J'étais en train de dire de quoi elle parle. Mais oui, ça y est, je vois. Oui, pour mettre sur des, des conditionnements bien plus manipulables sur la table pour la vente. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, sur les planches où le tissu est plié en deux, en fait, et enroulé autour d'une planche qui fait à peu près, je crois, 70 cm de long. C'est les planches qu'on a l'habitude de voir dans une mercerie, parce que moi, dans le stock à Lyon, je reçois tout sur rouleau et roulé à l'envers. Donc, c'est clairement pas présentable sur un stand. Donc, voilà, il a fallu reconditionner ça aussi. C'était un beau challenge. On est en plein dedans. Donc voilà, on continue. On se fait des muscles, on se fait le dos, les épaules. Voilà, c'est pas besoin d'aller au sport. Et alors après, justement, comment vous arrivez à prévoir, à essayer de planifier les quantités, les volumes que vous allez prendre? Parce que ça doit être c'est très difficile. Ouais. Ça, c'est comme le prévisionnel. C'est un pari, c'est un espèce de pari qu'on fait en se disant, bon, ok, on a tant de ventes actuellement sur le site internet, on a tant de stock. On prépare le CSF, on se dit qu'on va on va avoir tant de commandes jour. On essaye d'estimer un peu. Ce qui est compliqué, c'est que une fois qu'on a notre stock CSF, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le site continue de tourner. Donc, parfois, quand on a des commandes, on se dit, ouh là 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 là, faut pas trop non plus avant le CSF, parce que sinon, on risque de pas avoir assez de tissu. Mais voilà, pour l'instant, je pense qu'on a bien estimé. On te dira ça sur le stand si tu viens nous voir, si on a fait ça trop petit ou si on a fait ça trop grand, au contraire. Mais bon, sincèrement, je pense que c'est compliqué pour tout le monde d'estimer, alors sauf pour les grandes marques qui se disent, ok, j'emmène 20 mètres de tous les tissus et puis basta. Nous, clairement, on peut pas. Et puis, on n'a pas, c'est ce qu'on te disait, on n'a que 4 mètres linéaires, donc il faut aussi être raisonnable sur la présentation. Et l'important, c'est que tous les produits soient représentés. Donc voilà, on a tranché, on verra ce que ça donne, je pense, dès le premier jour. On sera fixé, à mon avis. C'est ça. Oui, parce qu'à la fois, c'est votre première édition en tant que marque, en tant qu'exposant et vendeur. Donc, il faut peut-être aussi se dire, on a droit à une petite marge d'erreur, voilà. Il faut pas trop se mettre la pression. Et en même temps, si la pression, elle est quand même importante, parce que c'est une pression financière derrière. C'est un coût important d'être présente dans un salon comme ça pour une jeune marque. Oui, c'est une pression financière. On l'avait quand même anticipé. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est clairement là où on va sentir si ce qu'on propose, c'est pertinent pour les clients. Si c'est un gros flop, c'est que clairement, il faut qu'on revoie notre positionnement et notre manière de communiquer.
Si au contraire on a des bons retours, c'est qu'on est sur la bonne voie, il faut qu'on continue, il faut qu'on persiste et il faut qu'on essaye d'améliorer encore. Mais voilà, ça va être ce sera un bon test pour la marque, pour son positionnement, pour la cible qu'on a choisie. C'est clairement un enjeu et il y a un enjeu financier derrière, effectivement. Bien sûr, oui. Mais encore 6 mois après le lancement, tu ressens ce besoin de validation finalement du positionnement de la marque, même après toutes ces ventes que vous avez faites? Alors le positionnement, pas trop, mais je trouve que voilà, on n'a pas eu des mois, comment dire, c'était pas calme comme, enfin, j'arrive pas à expliquer. Juillet, août, on sait que ce sont pas des mois morts, mais des mois très calmes puisque les gens partent en vacances, etc., Oui, c'est vrai. Ensuite, il y a eu septembre où clairement on a senti que la rentrée avait été chère pour tout le monde. Ouais. Donc, tu vois, on n'a pas eu un mois normal, on va dire. Et pour moi, l'analyse de data, elle est compliquée parce qu'il y a eu de gros facteurs extérieurs. Un, les grandes vacances. Deux, la rentrée. Octobre, c'est un mois à peu près normal, donc je suis contente parce qu'effectivement, les chiffres sont bons, les prévisions sont bons et tout ça. Et CSF, encore une fois, ce sera pas, enfin, novembre, ce sera encore une fois pas un mois normal puisqu'on aura le CSF à l'intérieur de nos datas. Donc, après décembre, il y a Noël. Donc, oui, moi, clairement, j'ai besoin d'analyser les datas sur plus que 6 mois parce que je pense que sur 6 mois, j'ai énormément de biais. Et du coup, oui, ce sera un test encore, même si on a lancé en avril, quoi. Oui, non, mais je comprends, effectivement, ça fait complètement sens. Oui, la saisonnalité est pas la même tous les mois, etc. Et après, c'est plus peut-être, oui, comme tu dis, le positionnement, les retours qualitatifs, vous les avez déjà. Donc vous savez les retours clients, on les a, on sait que ça plaît, on sait que ça donne envie, on sait que les photos que Lucille, enfin que les produits que Lucille met en scène, ça marche. Les ventes sont là, on n'est pas non plus, enfin on n'est pas du tout à l'agonie, mais voilà, moi je suis cartésienne, quoi. J'ai besoin de chiffres pour me dire ok, c'est bon, on est bon. En plus, la clientèle de CSF, globalement, elle est forcément différente de la base client qu'on a déjà, parce qu'on est parti, on en avait discuté, on est parti de rien, on va dire. Enfin, on est une toute jeune marque, donc on est parti avec les réseaux qu'on avait, donc ça s'étoffe petit à petit. Mais là, on va être confronté quand même à beaucoup de public et un public qui nous connaît pas. Enfin, la plupart des gens ne nous connaîtront pas, donc on va forcément avoir des avis nouveaux par rapport à nos produits. Enfin, c'est important de voir aussi ce que CSF. Enfin, il y a beaucoup de clients différents, beaucoup de types de clients, beaucoup de types d'exposants. Donc, on va forcément entendre des choses, avoir des retours qui seront bien différents de ce qu'on entend d'habitude via les réseaux sociaux ou via notre site. Donc, c'est quand même un cas de figure assez différent, donc ça sera forcément intéressant. Et c'est là où finalement le choix du catalogue qu'on emmène sur le stand est hyper important parce que on a décidé de développer les kits, enfin un packaging pour avoir des kits objets, un objet vraiment dans son sac quand on l'achète, des choses comme ça, parce que c'est aussi un salon où les gens achètent pour commencer, pour débuter, pour découvrir une activité parce qu'elles étaient là pour le scrapbooking et puis elles ont vu un stand couture, elles se sont dit bah oui, bah pourquoi pas. Donc voilà, pour nous nos kits qui sont plutôt débutants, on trouvait ça important de les avoir sur le stand et parce qu'on va rencontrer forcément une autre clientèle, peut-être pas experte en couture, quoi. Oui, il y a aussi pas mal de gens parce que CSF, là c'est mi-novembre. Il y a des années c'était un petit peu plus tard, mais en tout cas les gens ont souvent l'habitude de faire des cadeaux pour Noël, de commencer un petit peu à préparer leurs cadeaux, soit qu'ils vont faire eux-mêmes, soit qu'ils vont offrir tel quel. Donc c'est aussi pour ça qu'on a un petit peu revu le packaging, parce que si les gens nous achètent des kits ou du tissu pour offrir, ils vont s'attendre à avoir un petit contenant, enfin quelque chose qui se présente comme un cadeau. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de shopping de Noël et les kits, enfin c'est des petits cadeaux à offrir qui sont top. Donc on les emmène. Et alors il y a quoi dans les kits? Il y a le tissu, j'imagine, mais il y a d'autres choses?
Là, en fait, on a bien vendu nos kits qu'on a proposés au printemps. Donc là, on les a tous réédités et tous repackagés. Donc, en fait, on a 2 modèles de foulards. On a un grand Ah, foulard. c'est d'accord. Parce que C'est les kits couture. Ouais, d'accord, ok. J'avais pas l'impression d'avoir loupé un truc, du coup je me disais mais mince. Mais c'est Oui. d'accord, c'est les foulards, ok. Ouais, c'est ça, c'est les foulards. Et après, on a une autre forme de foulard avec différents motifs. Voilà, on va apporter aussi notre premier patron qu'on va apporter en version pochette. D'accord. Voilà. Et des petites choses comme ça qui ont besoin d'être tangibles en fait sur le stand parce que c'est des choses qu'on vend en ligne. Enfin, le patron, il était en PDF, donc c'est quand même sur un stand, c'est quand même mieux d'avoir une enveloppe parce que sinon compliqué. Oui. Ok, donc en plus, voilà, il y a des nouveaux produits ou produits revalorisés que vous joignez. C'est pas uniquement les tissus ou les éléments de mercerie que vous avez déjà proposés. Il y a en plus encore d'autres choses. Ouais. D'accord. Et alors, il y aura des nouveautés en plus. ah, mais alors vous nous dites pas tout. Ouais, on va apporter en exclusivité des nouveautés. Qui devraient sortir si le stock le permet juste après le salon. Mais on va apporter des nouveaux unis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura plein de nouveaux boutons. Ouais. Voilà, des petites surprises par-ci par-là. Fanny, je sais pas. Il y aura des nouveaux cotons qui sont pas unis. Voilà. Ah oui, oui aussi. Oui. Il y aura, bon allez, ça on peut le dire, un indispensable de la garde-robe. Je pense qu'on est très contente de pouvoir présenter. C'est un jean, un denim, qu'on a réussi à sourcer en France, encore une fois. Donc il est tissé et teinté en France. Donc ça, c'est vraiment cool. Et en plus, on est très contente parce qu'Artisan vient de sortir un cours sur la couture du jean. Donc c'est parfait. Comme on adore cette marque et qu'on discute régulièrement avec elle, voilà, ça tombait plutôt à pic. Elle n'était pas au courant. Donc nous, on était bien contente de voir cette sortie-là. Donc voilà, on est contente d'avoir ce jean parce que c'est un indispensable quand même. Les gens ont de plus en plus envie de se coudre des pièces un peu maîtresses avec cette matière-là. Donc voilà, on a eu du mal à le trouver en France, mais on l'a trouvé, donc on est contente. D'accord. Et alors, c'est un jean de quelle couleur? C'est un denim de quelle couleur? Qui fait vraiment jean ou c'est sur une autre couleur qui va bien avec? C'est un jean foncé. En fait, c'est un jean foncé, mais la spécificité du jean, c'est que en général, alors ça se trouve dans les magasins, on en trouve. Il est très rarement, je pense même jamais, quand on voit au marché Saint-Pierre ou ailleurs tissé en France et teinté en France. Ça, c'est vraiment réservé à des marques qui le font fabriquer. La marque de jean dont j'ai perdu le nom. 1083. Voilà, qui fait fabriquer en France. Enfin, c'est vraiment un coût de faire du jean en France. D'accord. Et en fait, ce qui est difficile aussi, c'est que le jean c'est teinté à l'indigo et ça déteint beaucoup en fait. Donc normalement, quand on achète un pantalon en jean, il a déjà été lavé parce que sinon vous allez le mettre dans votre machine et ça va vraiment être bleu et ça va déteindre sur la peau. Enfin, c'est une couleur qui est assez forte. Donc là, c'est un tissu qui a été lavé. Donc en fait, c'est du jean lavé qui ne va pas déteindre. Enfin, bon, évidemment, faut pas le laver avec du blanc, mais au porté, il y a aucun souci. On peut le coudre directement. Et ça, c'est très rare parce qu'en général, on achète du bleu indigo et c'est compliqué. Donc on est très content du rendu. Les pièces en jean dans le prêt-à-porter, elles sont ce qu'on appelle lavées sur pièce, c'est-à-dire qu'elles sont cousues dans la matière de jean qui est brute, voilà. Et après, les pièces qui ont été cousues sont lavées. Et c'est pour ça que souvent vous avez les coutures qui deviennent qui blanchissent un peu. On a un peu cette usure caractéristique du jean parce que ça a été lavé sur pièce. Et donc l'enjeu, c'était d'essayer de trouver un denim qui déteigne pas et donc qui soit déjà lavé. Et donc on était très contente de le trouver parce que ça permet de coudre quand même des pièces sympas et je pense que le denim c'est quand même un intemporel, donc voilà. Bon, cool. Et alors après, une fois que le CSF va être derrière nous, il va y avoir Noël évidemment. Donc on s'arrête jamais en fait.
Enfin, vous Non, ça arrêtez aurait jamais. jamais. Donc, ça c'est pareil, c'est un grand rendez-vous pour vous? Alors, on aurait aimé, mais pareil, on a revu un petit peu à la baisse parce que forcément, on s'imaginait faire toute la déco de Noël avec la maison naïve. On a prévu beaucoup de choses nouvelles pour le salon qui est quand même juste avant, enfin, qui, comme je le disais, qui lance un petit peu cette période de Noël où les gens commencent à faire quelques achats et à réfléchir à leurs cadeaux. Donc, on s'est un petit peu reprise et on s'est dit que il valait mieux faire d'une pierre deux coups et puis sortir des nouveautés mi-novembre qui iraient très bien aussi pour faire des cadeaux et pour le mois de décembre qui est un peu chargé. Donc il y aura certainement des nouvelles petites choses par-ci par-là dans l'esprit de Noël, mais on n'a pas prévu de sortie spéciale. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, on a des nouveautés sur le salon qu'on a déjà là et qu'on est en train de préparer ou de conditionner, pardon. Et on va les vendre sur le salon en exclusivité, mais en fait, derrière, pour préparer la sortie, il faut les intégrer au site internet encore une fois, faire les fiches produits, rentrer les stocks, etc., etc. Et tout ça, on sait que on va pas forcément réussir à le faire pour avant le salon. Donc, on va vendre ce qu'on a à vendre sur le salon et on s'occupera de ce lancement après via le site internet et nos réseaux. Donc ça, il y a quand même un énorme boulot parce que on est quand même censé apporter pas mal de nouveautés sur le salon. Donc, encore une fois, on n'a pas réussi à se restreindre là-dessus. Donc voilà, on sait qu'on a une grosse période après salon où on va justement pas pouvoir se reposer et il va falloir enchaîner derrière pour ne pas léser les personnes qui n'ont pas réussi à venir au salon. Et parce que ça nous tient vraiment à cœur. On sait que les gens, tout le monde ne peut pas venir sur le CSF. On sait que ça gonfle aussi les gens qui ne peuvent pas venir sur le CSF de n'entendre que parler du CSF. Donc voilà, ça nous tenait aussi à cœur de sortir ces nouveautés aussi pour les personnes qui voudraient les avoir via notre site internet. Ouais, je comprends. Effectivement, c'est quand même un sacré budget d'aller au CSF quand on n'habite pas Paris, c'est certain. Parce que quoi qu'on en dise, le train c'est un super moyen de transport, mais c'est quand même pas tout à fait donné. Donc Oui, c'est sûr. voilà, c'est pas tant le coût de l'entrée du CSF, mais c'est vraiment le déplacement et puis évidemment après éventuellement la nuit d'hôtel, etc. Donc c'est oui, c'est voilà. ça. Ouais, c'est un budget, mais c'est vrai que si jamais vous hésitez à y aller, bah enfin. Allez-y, c'est quand même vachement sympa. C'est Je pense que vraiment. c'est quand même c'est quelque chose à faire quand même une fois. Ouais. Après, peut-être pas cette année si vous n'avez pas le budget, mais sachant que les dates du CSF tombent quand même relativement tôt, c'est un voyage quand même à se prévoir parce que c'est ce qu'on disait, c'est je pense le plus gros salon français si je ne me trompe. Oui. Il y a quand même pas que de la couture, enfin il y a tout. Vous pouvez ressortir avec une machine à coudre si vous voulez. Ouais. Mais Dans le train, c'est il y a moins pratique. voilà, c'est ça. Après, il y a des feutres, il y a du scrapbooking, il y a de l'aquarelle, enfin, il y a vraiment tout. Et ça vous permet aussi de peut-être découvrir d'autres marques, c'est sûr, d'autres activités encore plus, de parler avec des gens, rencontrer les gens que vous voyez sur les réseaux, parce que il faut quand même le dire, les influenceuses que vous voyez sur les réseaux sont hyper accessibles dans ces salons-là. Enfin, elles vont jamais vous refouler si vous leur dites bonjour. Donc moi je trouve ça quand même cool d'être dans un domaine où les influenceuses sont encore accessibles. Et dans ce salon-là, c'est vrai que l'ambiance est plutôt, enfin moi je la trouve plutôt cool quoi. Enfin c'est vraiment tout le monde se dit ah mais est-ce que tu as vu le petit stand là-bas et puis moi j'ai déniché ça là-bas. Enfin c'est vraiment sympa comme ambiance je trouve. Ouais, c'est certain. Et puis il y a aussi tous les éditeurs qui sont là. Donc c'est l'occasion de rencontrer les autrices plutôt que les auteurs. Il y en a pas. C'est très féminin. Et comme tu dis effectivement, toutes les personnes, toutes les créatrices qu'on suit sur Insta toute l'année, donc c'est vraiment très sympa. Voilà, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles marques, comme tu dis, des nouvelles activités. Il y a plein d'ateliers aussi. Donc oui, il y a énormément d'ateliers. Ouais. Et il y a cette nocturne le jeudi qui, je trouve, elle est sympa parce que en fait, c'est une autre ambiance quand c'est la nocturne. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, c'est sympa. On est là jusqu'à 21h, on discute, on est peut-être un peu moins pressé aussi
parce que effectivement sur certains stands il va y avoir de la file d'attente, on peut pas gérer autrement. Mais ouais, c'est le jeudi, c'est vraiment sympa comme ambiance, la nocturne. Bon, nous, on est très fatigués, mais c'est pas grave. Bon, c'est l'adrénaline aussi après qui vous porte, quoi, je pense. Quand Ouais, c'est un peu. Ouais. Et puis il y a aussi pas mal de. Je reparle d'Artisan parce qu'en fait, ils nous ont invités sur un live qui aura lieu le mercredi 16 novembre sur le CSF à 17h30, si je me trompe pas aussi, la date ne change pas trop temps. Mais elles ont prévu des lives quasiment tous les jours où en fait vous pouvez aller voir l'interview se faire en direct. Et je trouve ça c'est vraiment sympa parce qu'elles ont un plateau, je crois, où il va y avoir plein d'invités, on va parler de plein d'activités, plein de choses qui se font dans le do-it-yourself. Donc voilà, c'est vrai que c'est quand même un salon sympa à faire au moins une fois. Ouais. Et puis, alors, je parlais du budget train, mais en fait, il faut quand même prévoir un budget achat, hein, parce que soyons réalistes. Le budget, je pense qu'il faut plus voir son budget achat que son budget train, par contre. Oui, je pense que le budget achat dépasse le train, mais bon, c'est... Ah, tout dépend d'où tu viens, hein. Moi, un aller-retour depuis Grenoble, avec même une carte 50%, ça me fait quand même 120 €. Donc, non. Ouais. Mais bon, après, il y a du gros craquage aussi hein, sur le salon, parce qu'on ne peut pas se retenir, quoi. Bah, c'est ça, bon, la consommation raisonnée partout toute l'année, sauf au CSF. Ouais, voilà. C'est un peu ça. Bon, après, s'il y a que au CSF que ça se passe comme ça va. C'est pas non plus dramatique, ça reste des activités qui sont quand même contrôlées et maîtrisées, donc c'est bien. Ouais. Et qui font du bien au cerveau et aux mains. Tout à fait. Très bien. Bah aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous. Je trouve ça horrible de se dire qu'on va plus parler, mais en fait, je suis sûre qu'on va pas du tout ne plus parler, donc en fait, je suis pas très inquiète. Non, mais c'est clair. Ouais. On n'est pas obligé d'avoir un podcast pour se parler, Mélanie. Exactement. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Est-ce que par exemple j'imagine que vous vous projetez déjà sur 2023, même si vous avez déjà fort à faire là tout de suite maintenant dans le présent. Comment vous imaginez l'avenir ? Est-ce que je sais pas, tout à l'heure on parlait un petit peu du pouvoir d'achat en filigrane aussi de dire septembre a été une rentrée chargée, peut-être difficile pour certaines personnes. Comment vous voyez les choses justement avec tous ces facteurs externes, pouvoir d'achat, enfin toutes les différentes crises qu'on traverse, etc. Comment vous voyez les choses ? On les garde en tête, on en discute quand même assez souvent avec Lucille parce que on peut clairement pas se mettre la tête dans le sable et se dire que ça n'existe pas. Je pense que c'est compliqué, on sait que c'est compliqué pour tout le monde, ça l'est aussi pour nous parce que on est aussi au chômage et que déjà on a la chance d'être au chômage, on le réalise. Voilà, et on n'a pas, c'est compliqué, le pouvoir d'achat va forcément être un peu plus bas dans les prochains temps, on nous a prévenu. Après, nous, on a aussi des répercussions sur nos fournisseurs avec les transports, avec l'énergie. Voilà, on le sent, on sait que c'est un facteur risque. On l'avait identifié quand on a fait notre business plan parce qu'on a fait des matrices. Et clairement, on était allé on était allé lire des études parce que quand vous faites votre business plan, il faut identifier les risques et on les avait déjà identifiés parce qu'on sentait, on s'était renseigné, on sentait un peu le truc venir. On s'attendait pas du tout à ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie. Donc voilà, c'est des risques à prendre en compte. Après, je pense qu'il faut quand même garder sa ligne de conduite si elle est bonne et essayer de s'y tenir et d'essayer d'apporter aux gens un peu autre chose que des mauvaises nouvelles. Et on se dit que c'est quand même une activité qui permet un peu de souffler un peu, de s'enfermer un peu dans sa bulle pour faire son petit vêtement ou son petit accessoire en couture ou son petit kit et que ça reste quand même un loisir qui est un peu salvateur pour beaucoup de personnes, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, on a toujours besoin de beau et de choses non essentielles qui en réalité sont hyper essentielles, quoi. On n'en a pas besoin pour vivre, pour manger, pour boire, etc. Mais en réalité, si on n'avait pas ça,
Ça serait Oui, c'est hyper ça, c'est difficile. que on est quand même dans un climat hyper anxiogène et d'apporter un peu ce que tu dis, on essaye d'apporter un peu de beau, un peu de poésie, un peu de voilà, pour relâcher un peu la pression. On peut comprendre que c'est un certain coût, surtout, voilà, on n'a Des produits de pas, qualité. on n'a pas des tissus à 5 ou 8 euros du mètre, donc on peut comprendre, hein, mais voilà, est-ce que parfois on n'a pas un peu envie de se faire plaisir et se dire bon voilà, je mets un peu plus, mais je fais qu'une fois, mais je le fais au moins une fois et ça m'apporte à moi du bien et ça me permet de me sortir un peu de mon quotidien qui m'angoisse un peu en ce moment, ça c'est clair. C'est ça, et puis c'est peut-être une période aussi où les gens se disent je vais acheter moins parce que j'ai moins de moyens, mais je vais acheter mieux. Donc voilà, on a tous moins de budget, mais c'est pas pour autant qu'on a forcément envie d'aller se jeter sur les tissus discount ou enfin en termes de conviction, moi c'est mon espoir pour l'année prochaine et certainement les années suivantes. Enfin, c'est que les mentalités changent et qu'on se dise oui, peut-être que ça a un coût, mais c'est fabriqué en France, c'est respectueux, c'est moi qui vais fabriquer mon vêtement. Et tout ça, c'est des choses auxquelles on doit penser. À notre époque, c'est des questions qu'on doit automatiquement se poser quand on achète quelque chose. Et c'est clair. quand c'est un tissu, c'est pareil. Parce que clairement, aujourd'hui, s'il y a une crise de l'énergie et si on en est là aujourd'hui avec l'environnement, c'est qu'on a eu des comportements qui étaient pas bons avant. Donc, ok, on est dans un moment un peu stressant pour tout le monde, mais voilà, nous, on a décidé de chercher nos produits au plus près pour avoir moins de transport, pour faire valoir les savoir-faire français et au plus loin européens, mais pas plus. Enfin voilà, c'est aussi ces périodes-là qui permettent aux gens de faire des choix un peu plus concrets et de se dire d'aller observer un peu réellement ce qu'ils consomment et ce qu'ils achètent. Et puis bon, Lucille, elle a cette conviction-là et moi je la suis et j'ai juste peur que si jamais tout redevient normal, les gens se disent bon finalement c'était pas si grave, on revient à la consommation qu'on avait avant. J'espère pas. Au pic du Covid, finalement, on se disait il va y avoir le monde d'après, etc. Puis finalement, le monde d'après, on l'a pas vraiment vu, quoi. Enfin, j'ai l'impression que la crise de l'énergie aura bien plus d'impact, finalement. Oui, parce que ça touche directement au porte-monnaie, Ouais, tout c'est ça. simplement. C'est ça. Mais voilà, alors je pense que le Covid, effectivement, il y a eu un gros down après où bon, finalement, toutes les promesses qu'on s'était faites, bon, voilà. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles ça a avancé. Enfin, si on l'a expliqué sur le premier podcast, je crois. Si nous on a réussi à toucher des fournisseurs français, c'est parce que les savoir-faire sont revenus en France aussi, parce que il y avait plus possibilité d'aller chercher en Asie. On avait tout ce qu'il fallait en France. Bon voilà. Mais c'est vrai que là les crises, alors qu'on vit ou qui arrivent, je ne sais pas. Mais voilà, nous, on a cet éveil de conscience avec Lucille et on espère qu'il va aussi toucher d'autres personnes parce que, enfin, moi, c'est vraiment consommer local et essayer d'utiliser le savoir-faire français et européen. Je trouve que c'est hyper, hyper important et on est sur des transports qui sont courts. Donc voilà, c'est typiquement là-dessus que nous, on peut jouer à notre échelle dans notre entreprise. Voilà, non mais c'est top. Pour conclure, est-ce que vous avez eu des surprises finalement, des choses que vous imaginiez plus compliquées que ça ne l'a été ou vice versa, des choses finalement que vous auriez pensé plus simples dans tout ce parcours? C'est hyper aléatoire. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a des choses qu'on pense simples qui sont hyper compliquées, des trucs hyper compliqués qui sont simples, surtout avec les fournisseurs. Puis même d'un jour à l'autre, il peut y avoir une journée où tout semble catastrophique et impossible, et le lendemain, tout s'éclaire, tout est merveilleux. Enfin, c'est imprévisible. Donc, là, on est plutôt dans le catastrophique depuis le début de semaine. Et voilà, mais moi non, en fait, ça dépend de ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, lundi soir, j'ai envoyé un message à Lucille en me disant cette journée est nulle. Donc moi, je lui ai dit bon,
demain ça ira forcément mieux. Bon, et moi c'était un peu l'inverse. Enfin, donc du coup ça s'équilibre heureusement. Mais ouais, enfin d'un jour à l'autre, tout peut se compliquer. En fait, je trouve que c'est vraiment ça le plus compliqué, c'est que on peut avoir des superbes avancées le lundi, ok, tout s'emboîte merveilleusement, tout se déclenche, tout arrive, Promesses, voilà. promesses et rêves qui se réalisent. Et le mardi, tout s'écroule. Non, pas tout s'écroule, mais on a d'autres nouvelles qui s'emboîtent un peu moins bien. Bon, on nous avait prévenus, on n'y a pas cru, mais oui, voilà, c'est clairement ça. Moi, ce que je retiens, c'est que, et c'est là où j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir Lucille, c'est que quand je lui dis, ouais, mais attends, il faudrait qu'on fasse ça, mais tu te rends pas compte, comment ça, elle a toujours le truc en me disant, non, mais attends, ça c'est hyper simple, il suffit juste de trouver ça, ça et ça, et du coup, on peut y arriver. Et en fait, c'est, parce que moi, je viens pas du monde de l'entrepreneuriat. Lucille, elle a déjà une entreprise. Elle avait déjà une entreprise, ou elle l'a encore, je sais plus. Mais, Oui. mais pour le coup, elle est déjà passée par des questionnements, par exemple de packaging ou de conditionnement, des choses comme ça. Et rien n'est simple pour elle. Il y a toujours une solution. Alors que moi, je suis en mode panique à me dire, mais est-ce qu'il va falloir qu'on se traite, comment on va faire et tout. Et c'est là où tu te rends compte que tu peux faire beaucoup de choses, surtout quand tu es à deux. Et il y a beaucoup de choses qui sont accessibles à condition d'y mettre du temps et de la volonté, quoi. Ouais. Oui, c'était rien n'est compliqué pour Lucille. T'as dit rien n'est simple. Parfois rien n'est simple, hein. Ça Voilà. dépend du domaine. Et puis je pense que c'est important de décortiquer le problème en plusieurs petites étapes pour y arriver sereinement et ne rien oublier et ne pas se dire c'est impossible, quoi. Non, mais ça on le sait. Enfin, on n'a pas du tout on n'a pas les mêmes bagages vraiment, et on se complète. Et ça, on le savait dès le début. Et moi, des choses sur lesquelles j'ai des doutes, Fanny va avoir les réponses et inversement. Donc ça, c'est vraiment bien parce que tout seul, ça n'avance pas de la même façon. Donc ça, c'est cool. Et Lucille, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans toute cette aventure jusqu'à présent? C'est vraiment le fait de pouvoir faire un peu tout ce que j'ai en tête. Calme-toi. Encore, il faut faire des choix. Mais je veux dire, si j'ai une idée, je vais faire en sorte que si c'est un imprimé ou une envie de couleur, je vais faire en sorte que ça sorte. Si c'est une idée de kit bon, évidemment, on peut pas tout faire, mais de voir quelque chose se réaliser de A à Z et se compléter, et ça c'est génial de voir de vivre le moment, j'ai une idée, et d'aller jusqu'au bout, je suis en train de le vendre, et j'ai tout réfléchi, que ce soit le coloris, le motif, le packaging, etc. C'est vraiment chouette. Et toi, Fanny? Moi, je vis ma meilleure vie là, je pense, en termes de. Non, mais c'est vrai. Oui, il y a de la fatigue, oui, il y a du stress et les journées ne s'arrêtent jamais, mais je sais pas, je le vois pas comme quelque chose de pesant en fait. Et Tu ce ferais qui pas est autre de chose? plus. Non, franchement, pour rien au monde, j'échangerais ce que je suis en train de vivre là parce que, je m'éclate avec une personne qui me suit dans mes délires ou me contrôle dans mes délires, et inversement. Et puis voilà, on s'entraîne à deux, quoi. Et ça, je pense que c'est rare parce que quand on l'explique à notre entourage ou à des personnes qui nous demandent comment se passe l'association, alors je sais pas si toi tu as la même réaction, Lucille, de ton côté, mais les gens hallucinent de voir que ça roule aussi bien et que même si j'envoie un message à 23h30 à Lucille pour lui dire ah putain j'ai une idée là, ça la dérange pas, ou alors on en parle le lendemain et on est motivés toutes les deux ou pas du tout. Et puis vraiment on organise nos idées comme on veut, même si on est à deux parce que souvent elles vont dans le même sens. On organise nos journées comme on veut, on travaille dans ce qu'on aime et on vit de notre passion. Et franchement, je vois pas faire autre chose à l'heure actuelle. C'est sûr.
Bah, c'est trop bien, les filles. C'est génial ce que vous avez réussi à créer. C'est trop bien. Ouais. Ouais. Et juste peut-être pour conclure sur cet aspect financier, tu disais tout à l'heure, je sais plus si c'était Lucille ou Fanny, tu disais, une de vous deux parlait du soutien de Pôle emploi. C'est vrai qu'on se rend Oui. pas bien compte, finalement, enfin pas bien compte, si je pense qu'on s'en rend compte, mais il y a que vraiment quand on est confronté à la réalité d'en avoir besoin, où on se dit quand même que cette allocation chômage à laquelle on peut prétendre dans certaines conditions, etc., mais pendant 2 ans maximum, c'est ça, bah, c'est quand même effectivement une vraie chance. C'est un vrai tremplin pour vous. Ça aurait été très compliqué sinon. Ouais, c'était vraiment la bonne nouvelle parce que c'est quand on a une idée de créer sa boîte, on peut le faire en restant employé, mais on n'y est pas à 100%. Donc du coup, est-ce que ça avance autant? Je suis pas sûre. Bah, c'est certain que Et non, ouais. ça apporte une sécurité financière. Alors effectivement, on perd une grosse partie de sa rémunération, mais on a quand même une rémunération qui nous permet de vivre convenablement. Et ça, c'est vraiment un dispositif, si vous y avez droit, c'est long à faire, enfin le dossier est long à faire, mais en même temps, vous aurez le même dossier à faire pour les banques, donc c'est d'une pierre deux coups. Mais faites-le, faites-vous accompagner parce que c'est vraiment une chance qu'on a en France et qui est dingue. Ouais, donc c'est le dispositif reconversion d'émissions dont tu parles là. D'émission reconversion, ouais. Ouais. Qui est dépendant de chaque région. Et donc, vous tapez sur le site d'émission reconversion, alors si je me trompe pas, .org, je suis pas sûre, à Oui, enfin vérifier. voilà, et vous cherchez Pôle emploi d'émission reconversion et effectivement vous avez toutes les infos. Ouais. Alors vous avez toutes les infos, il y a quelqu'un qui vous recontacte, vous êtes accompagné. Je crois que Lucille et moi, on a même été. Enfin, moi, j'ai eu plusieurs coups de fil de l'APEC, de la dame qui s'occupait de moi pour le dossier et qui m'a aidé à le soumettre. Lucille, c'était encore différent, je crois, parce que c'était sur Paris. Je me suis un peu débrouillée toute seule parce que c'est vrai qu'à Paris, il y a peut-être plus de demandes et puis c'était un contexte un peu particulier. Mais ça s'est très bien passé. Moi, j'étais cadre, donc je passais pas forcément par l'APEC. Et pas Pôle emploi. D'accord. Ouais. Et du coup, non, mais si vous avez l'occasion de le faire, renseignez-vous parce que je ne suis pas sûre que ce dispositif va durer encore très longtemps. Ah ouais. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, un super tremplin qui permet de pouvoir raisonnablement se lancer avec un risque minimisé. Oui. Évidemment, voilà, il faut remplir des conditions pour y avoir droit, notamment, je crois, 5 ans d'ancienneté de travail, pas forcément dans la même entreprise. 5 ans de travail dans le privé sans interruption, ouais. Ouais, sans interruption. Même pas une demi-journée, et c'est sans interruption. Ah ouais. Donc, ouais. Enfin, des vacances, oui, mais pas d'interruption. On d'être malade et d'être en vacances. Voilà. Ouais. Non, il y a pas. En fait, il faut pas qu'il y ait d'interruption de contrat, que vous ayez terminé un CDD et que vous ayez le vendredi et que vous ayez repris que le mardi, bah ça compte pas. En fait, ah oui, ça marche. Bon, bref, il y a toujours des parce petites que moi, lignes, quoi. j'ai eu une petite frayeur là-dessus, comme j'avais été licenciée de mon ancien job. J'ai cru que j'avais 2 jours dans le vent, mais en fait non. Donc voilà, je préfère le dire. Ouf. Mais oui, c'est 5 ans sans interruption dans le privé. Alors dans le public, je ne sais pas. Ouais, je crois que c'est pas tout à fait pareil. Bon, il y a souvent des choses qui divergent entre le public et le privé, mais bon. En tout cas, renseignez-vous, ça peut être intéressant. Bon, il y a d'autres dispositifs pour le public, mais bon. En tout cas, voilà, il y a des initiatives et puis il y a quand même une foultitude d'informations qui existent sur Internet. Il y a plein de sites qui peuvent vous aider, les sites des CCI ou des chambres des métiers et de l'artisanat, les BGE. Voilà. Et en plus, la CCI, ils sont vraiment, vous les appelez, vous allez là-bas directement, ils sont hyper accueillants et ils sont contents de vous aider, de vous aiguiller. Ça fait partie de leur mission, ouais. Ouais, ça fait partie de leur mission et ils ont un financement de l'Europe, je crois, et du coup, vous avez droit à 5 ou 6 heures d'accompagnement. Enfin, je sais plus trop, mais enfin, franchement, quand vous cherchez, il y a quand même pas mal d'aides pour tout faire, en fait. Vous aider à faire un business plan si vous en avez jamais fait un. Enfin, c'est vraiment. Ouais, il y a le site BPI France Création aussi qui existe, qui est Très super bien fait. Ouais.
Ouais. Très, très bien parce qu'il y a beaucoup d'études sur ce site dont vous aurez besoin pour faire votre business plan et il y a des trames de business plan en plus. Donc vraiment très, très bien ce site. Ouais. Donc, go. Non, si vous avez un projet réel et sérieux, etc., et que c'est un peu plus que simplement ça vous titille, hein, il faut... ça reste un sacré projet. Ouais, c'est des choses que les gens connaissent pas parce que quand nous, enfin moi, quand j'en parle autour de moi, c'est toujours « Ah bon ? Je savais pas que ça existait. » Et en fait, c'est bien quand on a une belle idée et qu'on se sent de le faire et que voilà, on a besoin d'une petite sécurité pour se lancer aussi, quoi. Ouais. Bon, bah super. Eh ben, mille merci pour ces 3 épisodes ensemble. Ben, merci à toi, Mélanie. Enfin, c'était vraiment, enfin moi, on a adoré ces discussions. C'était vraiment cool, quoi. Plaisir ultra partagé. Et en plus, voilà, vous m'avez fait confiance pour ce lancement et au-delà du lancement. Et vraiment, ça compte beaucoup pour moi. Donc voilà, c'était vraiment super chouette. Donc merci beaucoup. Mhm. Évidemment, on reste en contact, hein, parce que oui, comme tu dis, on va pas arrêter de se parler maintenant. Oh, bah tu nous connais maintenant, hein. Évidemment, on vient vous voir au CSF si on peut vous envoyer un petit message si jamais on vient pas, mais qu'on aurait bien voulu. Et puis Oui. et puis bah à bientôt. Hein, on va pas dire adieu, c'est horrible les adieux. Oui, bah oui. Bah, merci à toi pour ces 3 podcasts et puis de nous avoir aussi fait confiance parce que c'était mutuel, je pense. Nous, on était vraiment ravis. Si ce lancement s'est bien passé, c'est aussi grâce à toi et à ton travail. Donc, on tenait vraiment à te remercier de ton professionnalisme, de ta gentillesse, de tout, en fait. Voilà. Bon, c'est adorable. Merci beaucoup à toutes les deux et puis à très vite. Merci à toi. À très vite. À très vite. Me revoici. J'ai vraiment été très heureuse de les accompagner à mon échelle dans ce lancement de marque et j'espère que ces 3 parties d'épisode vous ont plu autant qu'à nous. Cette complicité entre Lucille et Fanny est trop belle en plus, c'était vraiment très sympa. Je vous invite à aller retrouver La Maison Naïve sur leur site web lamaisonnaïve.com et leur compte Insta éponyme et évidemment à leur faire un petit coucou. Si ces épisodes vous ont plu, allez leur dire. De mon côté, j'ai hâte de les retrouver au CSF. D'ailleurs, dites-moi un message privé si vous venez également. Si c'est votre première écoute du podcast, je vous souhaite la bienvenue. Vous avez plus de 100 audios à écouter. Oui, ça fait beaucoup dit comme ça, mais vous avez tout votre temps pour les écouter, ils ne bougent pas. Et si vous êtes plutôt une auditrice ou un auditeur fidèle, profitez de ces quelques instants de fin d'épisode pour aller sur votre appli podcast et mettre une note à mon podcast. Je compte sur vous. C'est un super coup de pouce pour faire découvrir le podcast plus largement. D'ailleurs, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez le faire de 2 manières. En parlant du podcast autour de vous, sur Instagram par exemple, ou de vive voix à vos amis créatifs. Et en me soutenant sur Tipeee, en me laissant un pourboire. Tipeee, c'est la plateforme de financement participatif des créateurs. Ce soutien est très important pour moi, parce que au-delà de l'aspect financier, il permet de donner une valeur à tout ce temps que je passe à animer le podcast. Un immense merci aux auditeurs qui l'ont déjà fait. Actuellement, je reçois à peine une dizaine de contributions mensuelles, mais ça m'aide à couvrir les frais d'hébergement et couvrir en partie tous les frais que j'ai liés au podcast. Les contributions peuvent donc être ponctuelles ou mensuelles avec quelques euros. Et allez regarder sur mon compte Tipeee, vous avez le détail des contreparties que je vous propose pour votre participation. À très vite pour le prochain épisode et n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer, surtout quand on a un quotidien assez mouvementé. À bientôt!